Bonjour à tous, On refait le Mac a besoin de vous. Cela fait maintenant près de 9 ans que j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Que de chemin parcouru depuis le tout premier épisode. 300 numéros tournés, On refait le Mac a été le premier podcast vidéo à commenter et retransmettre en direct une keynote d'Apple. Nous avons le plaisir de recevoir de nombreuses personnalités de la tech et des médias, ce qui a été une formidable reconnaissance pour On refait le Mac. Semaine après semaine, j'ai rassemblé une équipe comptant en plus de nos chroniqueurs habituels un réalisateur, un assistant réal, un ingénieur du son, un directeur photo, 2 community managers, un social media manager, sans oublier nos développeurs pour l'application mobile et le site internet. Et bien sûr, nous avons monté notre studio pour réaliser chaque semaine On refait le Mac. Plus qu'une émission sur la tech, nous avons construit un véritable média à part entière. Mon leitmotiv n'a jamais été de faire de Refait le Mac un business, mais tout simplement de produire un débat en vidéo qui parle de tech et d'Apple en particulier, et jamais je n'aurais imaginé qu'il rencontre un tel succès, et c'est grâce à vous. Mais aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'histoire de l'émission. ORLM n'appartient à aucun groupe de presse, et pour que l'aventure continue, nous devons grandir, nous professionnaliser encore, tout en demeurant indépendants. Je souhaite à présent aller encore plus loin en lançant de nouvelles émissions, en tournant des interviews exclusives avec de grands noms de la tech et en produisant des documentaires de qualité. Pour cela, nous devons acquérir du matériel professionnel et rééquiper notre studio, investir dans l'ensemble des outils indispensables pour créer une véritable chaîne de la tech et bien sûr rémunérer ceux qui produisent On refait le Mac chaque semaine et dont la plupart sont des bénévoles. Aussi, On refait le Mac a besoin de vous. Vous aimez nous regarder, vous souhaitez nous encourager, vous pouvez nous soutenir en versant la somme de votre choix. À vous de choisir ce que vaut vraiment On refait le Mac. Pour remercier nos donateurs, leurs noms s'inscriront au générique de fin de l'émission. Vous pourrez également nous rejoindre en plateau pour suivre les coulisses des enregistrements, suivre également la captation de nos lives en public et même devenir chroniqueur pour participer à nos débats et pourquoi pas déjeuner avec nous. Alors, n'oubliez pas, On refait le Mac a besoin de vous pour devenir une web TV indépendante et le média tech de référence que vous avez plaisir à retrouver chaque semaine. Et n'oubliez pas, On refait le Mac a besoin de vous. Créé Apple, Google ou encore Facebook, essentiellement des hommes, mais où sont les femmes dans la tech? Pourquoi sont-elles sous-représentées dans l'univers du numérique? Comment changer la donne et encourager les filles à coder, devenir ingénieurs ou encore entrepreneurs? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Un grand merci à vous tous qui soutenez On refait le Mac. Grâce à vous, nous allons pouvoir acquérir 2 nouvelles caméras pour notre studio. Nous sommes plus très loin maintenant de dépasser les 300% de notre objectif pour cette fois investir dans un nouveau mélangeur. Allez, on ne lâche rien. Il reste encore quelques heures pour participer à notre crowdfunding, c'est dur à dire, sur Ulule, qui va prendre fin jeudi soir 31 janvier à minuit. Et encore, merci à tous. Avec comme invité notre hôte qui nous accueille chaque semaine à 42, la directrice de 42, Sophie Viger. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous accueillir chaque semaine. Avec grand plaisir. Avec chroniqueuse cette semaine en plateau, également une journaliste de l'Obs, partenaire média de cette émission, Corinne Bouchouchi. Bonjour Corinne, j'ai bien prononcé? Oui, parfait. Bon, très bien. Et en duplex, elle est du côté de New York City. Emmanuelle Larocque, fondatrice de Social Builder. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors, Social Builder, qu'est-ce que c'est Emmanuelle? C'est une start-up sociale, hein, c'est ça qui construit l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est bien ça dans les métiers du numérique? C'est ça, on encourage les femmes à rejoindre les métiers du numérique, on leur propose des formations pour s'y insérer et on travaille avec tout l'écosystème, les acteurs de la formation, des startups, des entreprises, les territoires, pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Ouais, et également, je crois que tu es membre d'une association, d'une fondation, c'est ça? Oui, on a créé une très belle fondation, un formidable projet avec un collectif de 42 entreprises et 30 associations pour donner envie au grand public et notamment aux jeunes filles d'aller vers les métiers du numérique. Ça s'appelle Femmes at Numérique. Donc vous avez bien compris qu'on va parler de numérique, on va parler de femmes ce soir, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe, qui préoccupe particulièrement également ici 42. Je propose qu'on rentre justement dans le vif du sujet, les femmes dans la tech, avec notre sondage de la semaine.
Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter d'On refait le Mac. La question était: pourquoi les femmes boudent-elles le numérique? Vous êtes 19% à avoir répondu: la culture geek est trop sexiste. 39% vous avez répondu: les acteurs de la tech ciblent surtout les hommes. 11% les métiers du numérique sont jugés trop scientifiques. Et 31%, elles n'osent pas. Vous étiez donc presque 250 à voter. Mesdames en plateau, vos réactions à ce sondage, est-ce que quelque part ce sondage est un petit peu orienté, cette question un petit peu orientée qu'on a posée, à savoir pourquoi les femmes boudent-elles le numérique, vous semble assez caractéristique de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la tech, que ce soit au niveau de la formation ou des recrutements? Peut-être on va commencer avec toi, Sophie. Elle n'ose pas à 31%, par exemple, c'est assez étonnant comme réponse. Non, c'est pas étonnant. Enfin, non, moi je trouve pas ça étonnant du tout. Disons qu'en fait, on aurait même pu mettre à 25% dans toutes les réponses. C'est un peu ces ensembles de choses qui font que les femmes n'osent pas. Il y a quand même un historique profond, en fait, qui fait que les femmes n'osent pas. Déjà, au départ, on est quand même dans une société, il n'y aurait pas un MeToo si on n'était pas déjà dans une société de base un peu sexiste, quand même. C'est pas juste spécifique au domaine de l'informatique ou au domaine geek. Et là-dessus, après, il y a tout un faisceau de choses qui ont fait qu'en effet, l'univers geek est un univers qui est peu féminin. Il y a beaucoup de testostérone. Je développe plus particulièrement. Mais en gros, déjà, on a une base sur laquelle, grosso modo, pour être assez caricatural, les femmes ne font pas bon ménage avec les sciences. On est dans un domaine où, en fait, c'est pour ça qu'il y avait la réponse sur les scientifiques, notamment. Tout à fait. Voilà. Donc, on débarque déjà sur cette base-là. C'est plutôt des territoires masculins et préemptés par les hommes. Et à ça, il faut rajouter ce qui s'est passé avec l'informatique. Donc, pour refaire un peu un historique... On va y venir. Si on y va plus tard, alors on y va Pourquoi plus tard. on fait cette émission? Parce qu'on n'en avait pas forcément conscience, nous, geeks de base et journalistes de la tech, qui évoluent au quotidien dans notre petite bulle. En France, seulement 33% des salariés dans le métier numérique sont des femmes aujourd'hui. Elles occupent pour 75% des fonctions plutôt RH, marketing, administrative ou communication. Seulement 15% sont en charge du développement, de l'exploitation, de la production ou encore de la gestion. Et il y a seulement 9% des femmes qui dirigent des startups et seulement 27% qui sont des codeuses. Elles ont plutôt tendance à se tourner vers la médecine et l'agronomie. Emmanuel, c'est des chiffres qui te parlent. Toi, sur le terrain, tu l'as également constaté, ce constat, tout simplement. Oui, complètement. Aujourd'hui, les métiers sont encore très sexués et genrés. Il faut quand même se dire que les métiers de la médecine ou de l'agronomie, il y a encore une quarantaine d'années, c'était des métiers encore très fortement masculins. Donc les choses peuvent bouger. Mais tant qu'il n'y a pas des rôles modèles, tant qu'il n'y a pas des réussites dans le secteur technique, dans le numérique, qui donnent envie aux femmes de dépasser tout un tas d'a priori qui sont liés à ce que a dit Sophie avant, donc l'histoire, l'intériorisation, tout un tas de stéréotypes et quelquefois des environnements pas toujours très accueillants, pas généralisés, mais quelquefois. Du coup, ça donne pas forcément aux filles de s'intéresser à ces métiers. Je pense que l'un des facteurs les plus importants, c'est de penser à montrer aux filles ce qu'elles vont faire vraiment dans ces métiers-là. Le facteur repoussoir, c'est de pas connaître la réalité de son quotidien, des talents qu'on va pouvoir déployer. Et il y a encore tout un tas d'idées reçues sur les métiers numériques, sur le fait que c'est ce que je dirais hyper technique au sens asocial, ou en tout cas qui ne mobilise pas d'autres compétences. Et il faut jouer sur réenchanter les métiers du numérique pour les filles. Alors, il y a un gros travail à faire à la racine. On va en parler dans un instant avec Sophie, puisqu'ici à l'école, il y a un gros travail qui est mené aujourd'hui pour essayer effectivement de féminiser l'école. On va y venir, Sophie, mais une petite réaction avec Corinne Delopes. C'est intéressant dans ton témoignage parce que tu arrives dans l'univers de la tech. Tu étais auparavant plutôt au service économie de l'Obs. C'est un univers que tu découvres. Est-ce que tu as fait rapidement ce constat-là également? Ah oui, très clairement. D'abord, j'avais pas d'a priori. Je suis très contente de découvrir ce secteur, de toucher le produit en fait, parce que c'est ça qui était très différent par rapport à mes fonctions en économie où je visais plutôt les patrons, les startups en place. C'est très masculin déjà très masculin aussi. Et c'était déjà très masculin, mais ça on en reparlera parce que on était dans les top management et c'est le même problème. Mais du coup, ça recouvre un peu le sondage que tu viens de donner sur le fait que les femmes n'osent pas.
mais en tout cas, c'est un milieu très, très masculin. C'est même frappant. Vous arrivez à une conférence de presse chez Huawei ou Apple, etc. C'est quand même 80% de journalistes hommes ou de... Puis de décideurs plutôt hommes. Les top managers, c'est plutôt des garçons. On va le voir dans un instant. Voilà, ça, c'est très surprenant. Mais je pense que ça va changer. Moi, j'ai l'impression, je suis assez positive, mais je pense que l'école 42 doit œuvrer, puis d'autres, dans améliorer les choses. C'est que la nouvelle génération sont vraiment en train de bouger les lignes. Bon, on va voir ça avec Sophie, la directrice donc, de 42. C'est un constat qui est également valable dans les couloirs de cette école ici, où les garçons sont nettement plus nombreux, tout simplement. Oui, alors on a en effet, ça c'est de manière générale, c'est évidemment pas que à 42, mais de manière générale, il y a beaucoup plus d'hommes, vous l'avez fait remarquer. Juste pour revenir en arrière sur la partie, elles vont plus vers médecine, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas un cerveau bleu et un cerveau rose, elles sont tout à fait capables, on ne va pas du tout remettre ça en cause, mais c'est plus des raisons culturelles qui fait qu'on va se porter vers tel ou tel milieu. On demande beaucoup aux jeunes filles d'être attentives à la communauté, d'être tournées vers les autres, alors qu'on va favoriser chez les garçons plutôt des caractéristiques d'audace, d'être intrépide, et on va favoriser cette idée d'être intelligent et de faire différemment, d'être beaucoup plus rebelle, etc. Du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où elles ont accès, elles vont plutôt se porter vers ce type de domaine. Et il faut reconnaître qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'hommes, enfin de toute façon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, si vous arrivez à un endroit où il y a 95% de femmes, vous allez vous demander un peu si vous êtes vraiment à votre place. Donc c'est normal, c'est malheureusement une sorte de tautologie, un effet qui va faire que comme il y a plus d'hommes, on va se dire que du coup c'est plus fait pour les hommes, donc du coup il va y avoir de moins en moins de femmes, etc. Alors il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement. Moi, je suis très positive et on va œuvrer et on œuvre. Seulement, on a une question de vitesse aussi, malheureusement, parce que les métiers de dev sont très en tension, sont très, très attractifs. Les métiers, tu disais, pardon, Sophie ? Du développement, en fait, de l'informatique ou de la tech, sont très attractifs. Et du coup, on a quand même beaucoup d'hommes qui s'engouffrent dans ces métiers-là, alors qu'on œuvre et on essaye de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes. Mais on a un effet de vitesse aussi qui est un peu difficile à rattraper. Et concrètement, qu'est-ce qu'elles te disent aujourd'hui, les étudiantes que tu croises ou que tu as croisées lorsque tu es arrivé il y a quelques mois ici à 42, pour expliquer pourquoi elles se sont senties capables, alors que leur frère, leur grande sœur ou leur petite sœur, pas forcément. Après, ça, c'est à chaque fois des histoires un peu spécifiques à chacune de ces personnes. En tout cas, moi, elles me disent qu'elles sont très, très contentes à 42, donc j'en suis très, très heureuse. Ouais. Et pour revenir sur 42, on a quand même, en fait, finalement, à 42, on a sur la dernière piscine, on a eu 15% de femmes. Ce qui est plutôt exceptionnel comme chiffre. Auparavant, c'était quoi ? C'était de quelle Alors, on a démarré en 2013, il y avait 7% de femmes. Ouais. Ce qui est plus proche des chiffres habituels que l'on peut... correspond à une école entre 5 et 7%, voilà, ce qu'on trouve de manière... surtout sur des écoles très informatiques tech. Et 42 véhicules une image extrêmement tech. Et on arrivait à 15%. Et je pense que le fait que 42 soit une école extrêmement ouverte, une école dont on sait qu'elle est très collaborative, où il y a quand même un sentiment, quelque chose de solidarité, et puis quelque chose d'un peu différent et de décalé, ça a permis d'attirer aussi pas mal de femmes. Après, la problématique, elle se trouve auparavant sur la capacité à se projeter. Ouais. Cette capacité, elle est mise en difficulté par le sentiment d'illégitimité. Quand vous n'êtes pas nombreux dans un secteur, vous avez l'impression d'être illégitime. Donc, tous les stéréotypes et les plafonds que peuvent se mettre directement les femmes, et parfois le sentiment d'insécurité qui découle tout simplement de si vous êtes une femme et que vous avez une énorme masse d'hommes autour de vous, vous pouvez vous sentir un peu en difficulté. Tu as fixé des objectifs très ambitieux pour l'école 42 en matière de féminisation des étudiants. Oui, tout à fait. Oui, j'aimerais bien arriver. On aimerait bien, parce que c'est pas comme moi, c'est vraiment porté par 42. Je suis pas du tout la seule. Je suis pas arrivée. Il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été mises en place. On a des étudiants qui sont sensibles à ces questions-là et qui ont envie d'avoir plus de femmes dans l'école. Donc c'est vraiment porté par l'ensemble de l'école. On s'est fixé 35% à l'automne prochain. On les vise, après on verra. C'est assez ambitieux. Dans quelques années de passer, tu as dit tout à l'heure, autour des 8% à 35%, donc 4 x 8, 32, je suis nul. Mais alors, les calculs, ça fait penser à une chose. Oui ou non, parce que c'est vrai, quand je croise des étudiants en préparer cette émission, on parle souvent, et ils me disent, mais tu sais, il faut arrêter de penser que pour faire une école d'informatique, il faut être bon en maths. Est-ce que c'est vraiment des études scientifiques, oui ou non ? Alors, ça, c'est la même raison qui fait que quand on se rapporte à cette histoire culturelle, on s'imagine... mais malheureusement... Pardon, ça peut aussi ne pas concerner que les femmes, mais il y a des jeunes qui sont dans des situations qui font qu'ils s'imaginent qu'être dev, c'est comme faire de la recherche dans le nucléaire. Alors que non, pas du tout. Je démérite pas du tout. Je ne veux pas démériter le métier de développement, mais c'est très différent en fait. Il y a une logique à appliquer. Je pense que pour être dev, il faut être très rigoureux surtout. Il faut être patient, il faut être attentif et il faut avoir une bonne logique. Mais ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Il suffit de connaître les 4 opérations.
rajouter modulo et puis... Voilà, et encore une fois, la sélection qui s'opère via la piscine lors des sélections de 42 ou d'autres écoles informatiques en France, il n'y a pas forcément besoin d'être un féru de maths. Donc n'hésitez pas, que ce soit les filles ou les garçons. Le paradoxe peut-être, Emmanuel, c'est que cette tendance qu'on constate ces dernières années, c'est plutôt inversé. J'ai découvert en préparant cette émission, on le sait peu, que en fait, les pionniers du code sont pour beaucoup des pionnières, pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. C'était elles qui programmaient jusqu'à des années 60, sont elles également qui ont beaucoup œuvré pour la NASA. On se souvient, Emmanuel, du film Les Figures de l'ombre, sorti en 2017, qui met en lumière les travaux menés par 3 femmes afro-américaines, mais surtout 3 femmes, on se rappelle de Katherine Johnson notamment, qui a calculé les trajectoires du programme Mercury et la mission Apollo 11 vers la Lune en 1969. Donc, c'est véritablement à l'origine un métier de femme, le code. Oui, c'est un métier qui était assez assimilé en fait à des métiers assez automatisés et peu valorisés. Et ce qu'on observe, c'est que du coup, les premières développeuses étaient des femmes. Une des grandes figures du développement, puisque c'est le premier code informatique qui a été inventé par une femme, qui était Ada Lovelace. Et c'est plusieurs choses qui ont détourné massivement les femmes du numérique. Il y a eu déjà l'arrivée de la micro-informatique, des jeux vidéo et de la culture du game qui, par un biais et par une culture du marketing qui alliait fortement la micro-informatique, le jeu et les hommes, a progressivement découragé les filles d'aller vers ces métiers. Plus la filière s'est de plus en plus valorisée économiquement. Donc l'argent est arrivé, les hommes s'y sont engouffrés et les femmes s'en sont sorties un petit peu plus, moins légitimes. Et puis après, il y a eu une étude dans les années 60 qui, faite sur un panel de 1500 informaticiens, dont 150 femmes, a essayé de prouver que les personnes les plus adaptées au métier étaient plutôt des hommes et qui a fortement encouragé les recrutements des hommes dans l'industrie qui était en plein boom. Voilà, il n'y avait rien de scientifique derrière cette étude, d'ailleurs, finalement. Complètement, absolument. C'était une étude d'opportunité pour aider le recrutement, l'efficacité du recrutement sur un métier en plein boom. Mais donc, ce qu'on doit juste penser, c'est que ce qui a été fait peut être défait. Oui, on peut être relativement positif sur que des actions massives peuvent encourager les filles, mais il faut aussi penser aux personnes qui sont déjà dans le marché du travail. C'est important de travailler sur l'éducation, les jeunes, l'orientation. Il faut travailler aussi sur la mobilité des femmes, à la fois dans les entreprises, sur des métiers qui vont être automatisés, qui vont disparaître, pour encourager les entreprises à les amener sur ces métiers d'avenir qui souvent sont des métiers qui nécessitent des compétences numériques ou qui ont été refaçonnés par le numérique. Et il faut penser aussi à la mobilité de toutes celles qui ont fait des études qui aujourd'hui ne sont pas complètement valorisées sur le marché du travail ou qui même n'ont pas fait d'études et qu'on pourrait engager dès à présent à aller vers ces métiers. Mais il y a encore pas mal de freins. Et en fait, c'est relativement récent. J'ai lu que jusqu'en 1984, le secteur a atteint son pic de l'égalité. Il y avait à peu près 40% de diplômes aux États-Unis qui étaient en sciences informatiques, en tout cas qui revenaient à des femmes, contre seulement 22% aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'avènement, la micro-informatique, Corinne ou Sophie, qui a changé la donne. Parce que c'est vrai que quand on retrouve les publicités de l'époque pour IBM, même pour Apple, c'est des garçons qui jouent aux jeux vidéo ou des plus grands, ou des plus âgés avec un costard cravate, quoi. Ouais, mais j'étais en plein dedans. Moi. Je suis née en 73, donc en 81, j'avais un ZX 81. Et donc j'ai vécu un peu tout ça, ce qu'on appelle l'avènement de l'ordinateur, du micro-ordinateur personnel, et puis surtout après toute la série de consoles qu'il y a eu avec Commodore 64, Amiga, Atari ST, etc. L'Apple II, ouais. Et il faut se rendre compte que la bascule, elle se passe quand même vraiment avec ce moment-là. Et pourquoi ? Parce que l'ordinateur individuel, il apparaît pour les familles comme étant un peu un gadget, mais un truc technique. On ne comprend pas exactement tout à fait l'utilité et ça va être donné à des garçons et quasiment que à des garçons. Donc moi, il s'avère que je faisais tout comme mes frères et du coup, je me retrouve un petit peu là-dedans. Mais il ne faut pas oublier que c'est des garçons adolescents et que l'adolescence, c'est une période qui est une période très particulière, avec des difficultés souvent à aller vers les autres et que donc ça permettait aussi d'avoir un univers sur lequel se refermer et aussi un univers qui est totalement sécurisé, et c'est aussi une période vachement de l'imaginaire, l'adolescence. Et on retrouve le creuset geek là, parce que souvent geek, on dit le geek c'est tout ce qui est informatique, avec un peu plus loin toute la partie peut-être
être science, etc. Ce qui est jeu, avec plus loin les jeux de rôle, enfin jeux vidéo, jeux de rôle, etc. Et puis aussi la partie science-fiction. Et science-fiction qui peut être héroïque fantasy, etc. Et ça forme un peu ce creuset-là. Moi, c'était exactement mon adolescence, je jouais aux jeux de rôle, je jouais aux jeux vidéo, etc. Mais du coup, c'était des garçons. Donc ça a créé la communauté des X. Cette communauté, à sa naissance, est une communauté très masculine et avec peut-être quelques difficultés intrapersonnelles dans son creuset, puisque c'est une période, c'est pas... social, difficulté à... Voilà, un peu, on vit un peu chez soi, on n'a pas forcément une facilité à s'ouvrir sur les autres, etc. etc. On le voit sur le traitement. Il y a un traitement... Quand on parle de sexisme, je trouve que c'est surtout de l'immaturité. Il y a un traitement de la femme... Claire, tu as compris. Il y a un traitement de la femme qui est très immature, en fait. Ouais. C'est qu'elle est adorée et détestée en même temps. Ouais. Les femmes sont... Enfin, c'est que des représentations ultra sexualisées et en même temps, on les rejette et on n'en veut pas. C'est assez adolescent, en fait. On va se tourner vers une journaliste qui vient plus du côté généraliste. Est-ce que tu avais conscience de cet affaire? Moi, j'ai découvert ça, effectivement. J'avais absolument pas conscience qu'en fait, le code était plutôt une matière très féminine à l'origine et que c'est vrai que c'est l'avènement de 84. En plus, c'est une date importante pour les fans de cette émission parce que c'est l'arrivée du premier Mac chez Apple qui a vraiment changé la donne et changé le rapport entre les garçons et les filles au sein de l'informatique. Franchement, j'ai découvert ça en me penchant sur le secteur et je rebondis sur ce que vous disiez sur le jeu vidéo et j'ai découvert que c'est l'avènement. Alors, vous allez peut-être m'arrêter. J'ai eu l'impression que c'est l'avènement du jeu vidéo justement qui a masculinisé la profession. Et ça, je trouve ça juste incroyable parce qu'on relie évidemment l'informatique, le jeu vidéo et on n'a pas cette histoire, une histoire linéaire en tête en fait. Et ce point de bascule du fait que les femmes se soient éloignées de ce secteur, finalement, qu'allait devenir un secteur en fort déploiement, que ce soit par le jeu vidéo qui a eu cette bascule, je trouve ça assez intéressant et étonnant. Et ce que disait Sophie par rapport à ça, c'est passionnant parce que en effet, si on était ado à ce moment-là et qu'on avait ces codes-là et qu'on avait cette passion pour ce jeu-là ou pour découvrir ce qu'il y avait derrière, finalement, on avait les clés pour les métiers d'avenir. Ne l'ayant pas, et beaucoup de filles ne l'ayant pas. Après, il y a aussi un problème sûrement de milieu socio-professionnel. Ouais. Ça mettait des barrières. En préparant cette émission, il y a Fanny qui est à Bouton, qui est une chroniqueuse régulière de cette émission, qui devait être avec nous, mais on a eu quelques petits soucis techniques. On ne va pas rentrer dans les détails qui fait qu'on démarre en retard, donc elle ne peut pas être avec nous. Et elle nous disait que aussi ça dépend aussi de l'éducation. C'est pas qu'elle en voulait à sa maman, mais c'est vrai que on veut protéger ses enfants et qu'on les formate peut-être un petit peu différemment. Est-ce qu'il y a un travail à faire auprès des parents et de dire, on va pas faire du genre, tu vois où je veux en venir, mais voilà, est-ce qu'il faut arrêter de penser et plutôt encourager Vous connaissez, c'est Virginie Despentes qui parlait de cette publicité, je crois, qui était faite en Italie, qui est absolument extraordinaire, où on met des jeunes enfants, 4-5 ans, des filles et des garçons devant une caméra, ils doivent vanter les mérites d'un yaourt, donc le goûter, faire qui bonita, ou un truc comme ça. Et donc on leur met évidemment du sel juste avant de goûter le yaourt. C'est un petit peu compliqué. Donc les enfants face caméra et les garçons, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça, ils font. Et qu'est-ce qu'elles font les petites filles? Elles font comme ça, elles font. Muy bonita. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, évidemment, on ne demande pas les mêmes choses. On laisse un garçon avoir la possibilité d'être peut-être plus rebelle, d'être audacieux, etc. Ce que je vous disais, alors qu'une fille doit maintenir un certain... Ça fait partie des solutions. Mais je ne sais pas si tu veux en parler plus tard. On en parlera, mais c'est vrai que c'est aussi le constat. C'est aussi, on est nous aussi parents responsables, moi qui ai une fille et un garçon. Et à l'école aussi, il faut changer les représentations. Regardez les manuels scolaires, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, un scandale. Hein. Non. Les représentations, il faut les changer. Et voilà, je crois qu'il y a tout ça. Je pensais aux contes de fées, moi aussi, je me disais. Et on continue à étudier les contes de fées sans recul. Il y a un moment, stop. Voilà. Mais ça fait partie, à mon avis, ça paraît. On parlera des solutions, effectivement, en fin d'émission. Vraiment. Emmanuel, on a dressé un constat, un portrait pour la France. Tu es à New York et merci d'être réveillé tôt pour nous, très tôt même pour nous. Quelle est la situation du côté des États-Unis, Emmanuel? Est-ce que c'est le même constat qu'en Europe et qu'en France en particulier? Concrètement, c'est pas très différent qu'en Europe. C'est-à-dire que ils sont très, ce qu'ils disent ici, vocal, c'est-à-dire ils parlent beaucoup du sujet, ils essaient de s'organiser en communauté, mais concrètement les chiffres ne bougent pas beaucoup. Ce qu'ils arrivent à faire avec beaucoup d'adresse, mais c'est lié aussi à leur culture un peu de la philanthropie, c'est d'attaquer massivement les jeunes et notamment par le code, donc de proposer aux jeunes filles d'apprendre à coder. Avec une perspective de c'est un nouveau vocabulaire, il faut absolument que les filles aient là-dedans, et à partir du moment où elles se sentiront à l'aise avec ce vocabulaire, elles pourront faire n'importe quoi, elles se sentiront légitimes.
Donc ça, ils sont plutôt bons là-dedans et de manière générale sur l'envie de travailler, sur les femmes, leur légitimité dans la science, la technique et les maths. Par contre, dans le milieu de l'entreprise, comme c'est, je dirais, un peu moins régulé qu'en France, du coup, on voit tous ces cas de harcèlement qui explosent, des communautés qui s'organisent pour essayer de contrebalancer un petit peu l'inactivité ou la non-réponse des boîtes. Donc, je dirais que là où on s'en sort plutôt mieux, c'est que il y a en place de la régulation pour essayer de faire en sorte que on travaille sur les salaires, on travaille sur le climat de l'entreprise, on travaille sur le harcèlement et qu'il y ait des dispositifs qui suivent. Par contre, ici, ce qui est plutôt pas mal, c'est que il y a de la dénonciation, c'est qu'il y a de la mobilité intersectorielle facile. Voilà, on va pas faire un procès d'intention si t'as pas le bon diplôme à partir du moment où tu te formes, à partir du moment où tu as envie et que tu montres que tu en es capable. En France, il y a un poids du diplôme tel que si jamais tu veux te repositionner ou t'updater, c'est extrêmement compliqué parce que les entreprises n'embauchent pas des gens et ne vont pas les faire évoluer en interne vers des métiers techniques quand on n'a pas un premier vernis technique ou ne va pas techniciser le métier. C'est très anglo-saxon ce que tu nous décris. C'est l'impact sur les femmes. Mais ça, c'est une vraie solution et je dirais plutôt en France, c'est un vrai blocage, en Europe de manière générale. Et ici, c'est une porte ouverte du coup à ce que j'ai 40 ans, j'étais clerc où je faisais j'étais dans le métier d'avocat, je peux me repositionner dans le développement, ça ne gêne personne. Ce qui est aussi assez intéressant aussi ici, c'est que on sait que les femmes sont attirées aussi vers les métiers numériques parce qu'elles pensent qu'ils sont beaucoup plus flexibles sur la question de l'aménagement du temps de travail. Et ici, c'est un peu cette culture-là parce que de toute façon, il n'y a pas de soutien à la parentalité en général. Donc du coup, il y a des femmes qui ont vu ça comme une porte ouverte et qui ont massivement, en tout cas dans les années 80-90, qui se sont encoquinées avec les Microsoft, les IBM, qui avaient déjà à l'époque une politique diversité. Et après, du coup, la face inverse, c'est que oui, il y a un plafond de verre, oui, c'est hyper compétitif. Les femmes sont tout aussi compétitives que les hommes, et qu'à un moment, si elles sentent que c'est trop bloqué, elles vont prendre d'autres options. Mais ça, c'est partout pareil, quoi. Au bout d'un moment, à force de nous dire, c'est pas possible, ça va être difficile, on n'a pas envie de rester. Ouais. On s'est intéressé à quelques chiffres pour le marché du travail américain. Donc, 25% des emplois informatiques reviennent aujourd'hui à des femmes, contre 36% en 1991. En 2017, alors qu'en est-il des entreprises proprement parlées? Donc Google recensait 31% des collaboratrices dans ses bureaux, dont seulement 20% pour des jobs liés vraiment à la programmation. En 2016, 70% des employés d'Apple, c'était des hommes. Voilà. Facebook ne s'en sort pas vraiment mieux. Les femmes occupent 35% des postes, mais 19% lorsqu'il s'agit de programmer. On voit bien que le code, c'est pas encore vraiment entré dans les mœurs, y compris du côté des entreprises américaines. On s'est intéressé également aux postes supérieurs, pas simplement les postes de programmation, les postes lambda, des postes de CEO aux États-Unis. Alors on s'est intéressé un petit peu de voir s'il n'y avait pas un peu une surreprésentation, une représentation supérieure à l'Europe en termes de CEO aux États-Unis. Alors on en a trouvé pas mal quand même. Il y a Sheryl Sandberg qui est directrice des opérations de Facebook. Il y a Suzanne, c'est dur à dire ça. Wojcicki. Merci, qui est la CEO merci Sophie, qui est la CEO de YouTube. Il y a Meg Whitman qui est la CEO de HP côté entreprise. Il y a Ginny Rometty qui est la patronne d'IBM, rien que ça. Il y a Safra Katz qui est la PDG d'Oracle, qui a succédé à Larry Ellison, qui est un sacré gaillard lui aussi. Donc, bref, passons. Et bien sûr, tout le monde se souvient de Marissa Mayer, qui était l'ancienne PDG de Yahoo. Quid de la France, j'avais envie de dire. Est-ce que vous avez des... Alors, on sait qu'il n'y a pas d'énormément de licornes en France qui peut être comparé à ces grands groupes de tech aux États-Unis, Emmanuel, mais est-ce qu'il y a des noms qui te viennent comme ça en tête? Il y a pas de... Enfin, il y a une seule femme qui dirige une femme du CAC 40, une entreprise du CAC 40, et c'est chez Engie. Donc, en France, il n'y a pas d'équivalent, en fait. Le vrai challenge, c'est la prise de risque aujourd'hui des boîtes. Et aujourd'hui, on ne prend pas un risque sur une femme. Je vous donne un exemple. Quand on a, avec la loi Copé-Zimmermann, on a ouvert les conseils d'administration avec un pourcentage, un quota pour les femmes de 40%. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées chercher des Américaines ou des filles qui avaient déjà un track record de direction générale dans d'autres pays et n'ont pas forcément laissé beaucoup de place aux Françaises. Donc cette question de la prise de risque, elle est un peu constante.
Et voilà, et la présomption de est-ce qu'elle va être capable de tenir la pression, de relever le challenge, etc. On est toujours sur les mêmes schémas en fait. C'est qui a les épaules pour être leader, qui a les épaules pour porter le sujet. Aujourd'hui, et surtout dans le numérique sur des entreprises en croissance, on n'identifie pas des femmes. Corinne, toi qui viens également du numérique, de l'économie, du département économie à l'origine du service économie du Nouvel Obs, j'y suis arrivé. Ce constat dans la tech, il est criant, mais on le retrouve également dans d'autres secteurs plus classiques, des entreprises plus classiques de l'économie. Emmanuel disait, il n'y a à sa connaissance qu'une grande entreprise du CAC 40 qui est dirigée par une femme en France. CNJ, oui. Et elle est souvent taclée. Je pense plus qu'un homme ne le serait à sa place. Je pense assez clair. Alors qu'en plus elle a un vrai parcours scientifique. Cette femme, alors elle a son bref, ses qualités et ses défauts, mais on a souvent l'impression qu'arriver à ce niveau de pouvoir, et elle en est la preuve éclatante. On passe sous les fourches codines de tout un tas de présupposés sexistes, et qu'elle en fait les frais, comme les femmes au gouvernement aussi de la même manière. Et c'est vrai qu'en France, les grosses entreprises ne sont pas dans la tech, donc c'est difficile de trouver des femmes à la tête d'entreprises tech. Moi, j'ai eu beau réfléchir en venant ici, j'en ai pas vu, j'en ai pas vraiment trouvé. Après, on en trouve dans des boîtes. Moi, j'ai pensé ce que je te disais avant de venir. Je pensais à une boîte qui est intéressante parce qu'elle est quand même très regardée, que c'est une grosse boîte du CAC 40 française, qui est L'Oréal. Et j'avais eu l'occasion de discuter et de faire le portrait même de leur Chief Digital Officer. C'est elle qui a d'ailleurs créé le poste en arrivant à L'Oréal. Elle s'appelle Lubomira Rocher. En plus, c'est un beau parcours d'intégration par l'école, puisqu'elle vient de Bulgarie. Elle est arrivée de Bulgarie à 5 ans à l'école. Et elle est passée au COMEX de L'Oréal en très peu de temps. Ce qui est un très joli parcours. Et elle a monté vraiment le digital à la force du poignet chez L'Oréal. Elle a réussi à convaincre facilement Jean-Paul Agon, mais pas seulement, et à imposer cette culture du digital de manière flamboyante vraiment chez L'Oréal, ce qui participe beaucoup à la croissance de l'entreprise. C'est-à-dire que le digital chez L'Oréal, par exemple, est devenu aussi puissant que d'autres sections du groupe qui étaient plus dans les produits. C'est quand même une entreprise de vente, enfin l'industriel du produit. Donc c'est vrai qu'il y a ce genre de femmes qui commencent un peu à éclore et qui arrivent quand même à monter et à se faire entendre dans des grands groupes tels que celui-ci, mais c'est quand même c'est encore assez léger. Et pour conclure et pour terminer ce constat concernant les femmes dans la tech aux États-Unis, on s'est intéressé à une entreprise qu'on suit particulièrement dans cette émission, à savoir Apple. Quelle est la situation d'Apple en termes de direction et de la présence des femmes? Aujourd'hui, dans les top management d'Apple, il y a une femme qui est très connue qui s'appelle Angela Ahrens, qui est la vice-présidente senior en charge des Apple Store. On s'occupe de toute la distribution et du retail. On n'est pas dans le cœur du business d'Apple aujourd'hui. C'est pas du développement, c'est pas de la recherche, mais bon. Voilà, ça reste un secteur un peu plus classique. Elle était auparavant la PDG de Burberry. On retrouve Catherine Adams, qui est la patronne qui dirige le juridique chez Apple. On retrouve Lisa Jackson, qui, elle, est une lobbyiste très connue aux États-Unis et qui s'occupe de tout ce qui est initiative environnementale et sociale. On retrouve Isabelle Gué-Maé, qui est la vice-présidente en charge de la Chine et des relations avec la Chine. Et croyez-moi, en ce moment, il y a beaucoup à faire. Et puis, on retrouve également Dried O'Brien, qui est en charge des ressources humaines. Alors là, c'est un grand classique dans l'entreprise. La présence des femmes à la direction des ressources humaines, c'est quand même beaucoup plus courant que la direction informatique ou à la recherche et développement ou encore au design, cher à Johnny Ive. Concernant le conseil d'administration d'Apple, il y a sur les 8 membres, 2 sont des femmes. On retrouve Andrea Young, qui est la chairman et CEO de Davon, qui est un secteur qui est très féminin puisqu'il s'agit des produits de beauté notamment. On retrouve Suzanne L. Wagner, qui est la fondatrice d'un fonds qui s'appelle BlackRock Gestion, qui elle gère beaucoup d'actifs de fonds de pension aux États-Unis. Donc on voit qu'en termes que le cas d'Apple est assez quand même symptomatique des États-Unis. Finalement, au sein des top managers, des décideurs, de ceux qui conçoivent les produits tech aujourd'hui, il n'y a pas forcément les femmes et pas forcément, je dirais, une volonté de concevoir aussi des produits qui soient, je dirais pas dans la philosophie féminine, mais quand même, il y a une approche qui est féminine et qui apporte des nuances qui sont importantes aujourd'hui. Sophie.
Non, mais c'est évident que de toute façon, de ne pas avoir de femmes, c'est un manque de diversité, donc un manque d'innovation, etc. C'est pas juste faire des produits pour les femmes ou des produits féminins, c'est juste que de rajouter en fait les compétences ou qu'est-ce que culturellement justement on a fait émerger et grandir chez les femmes, ça apportera du plus. Il en va de même dans le développement informatique. C'est-à-dire pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui ont été développées et faites par des hommes. On dit qu'à partir du moment où il y aura peut-être plus de femmes qui s'impliqueront là-dedans dans le développement, il y aura peut-être, je sais rien, des branches qui vont émerger et qui n'existaient pas jusqu'ici et qui viendront un petit peu de ce foisonnement en fait, de ces échanges fructueux. Ouais. Et à ma grande surprise, vraiment la panne de la grande entreprise tech, entre guillemets, la plus vertueuse en matière d'emploi, elle revient à une entreprise chinoise. Il s'agit d'Alibaba, bien sûr, dirigée par Jack Ma. Il y a près de 49% des employés du géant de l'e-commerce qui sont des employés qui sont des femmes. Et 37% du management est représenté également par des femmes. Là, encore une fois, on voit, parce que c'est une entreprise très neuve, très nouvelle, la Chine émerge, et là, il y a plus de place. Oui, et puis c'est pas la même culture non plus. C'est-à-dire que vous pointez du doigt les GAFA, je l'entends, hein, je veux dire, il y a une culture quand même très, très masculine, phallocratique. Néanmoins, il y a un moment donné où tu n'as personne à l'entrée du tuyau. C'est-à-dire que même quand eux, tout d'un coup, ils font des actions, ils veulent recruter des femmes dans le dev, encore faudrait-il qu'il y en ait. Donc ça veut dire que le problème, il est en amont. Enfin, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Pourquoi il n'y en a pas assez non plus qui rentrent dans les formations? Et il n'y en a pas assez non plus quand au démarrage école. À partir du moment, par exemple, on mettra le code à l'école, il y aura déjà quelque chose qui se produira, qui donnera une sorte de pied de départ un peu similaire entre les hommes et les femmes, qui auront déjà, en tout cas, après, changé culturellement la vision des femmes et des hommes, ça c'est autre chose, mais au moins déjà mettre le code à l'école, ça aura quand même un impact assez important. Non, mais je rebondissais là-dessus, c'est que j'ai découvert un sondage sur les femmes et l'école et les formations scientifiques, et j'ai découvert, à ma grande stupeur, enfin je m'en doutais un petit peu, mais que les femmes se dirigeaient plus vers les sections scientifiques au Moyen-Orient et en Chine et en Asie, et en Asie du Sud-Est notamment. Et c'est là où ça fera partie des solutions, c'est que quand on a une volonté, alors je ne dis pas qu'après c'est le bonheur pour leur vie, mais en tout cas au niveau de la formation, s'il y a une volonté de pousser à l'école les femmes vers des métiers scientifiques, ça fonctionne et à la fin on peut les recruter. Je crois qu'à Kuala Lumpur, elles sont 60% en formation informatique. Donc ça n'a rien à voir. Donc, évidemment, du coup, comme on n'est pas du tout sur la même concrètement, c'est du 50% contre 19 ou 16%. Ouais, c'est ça. C'est quand même juste recruter, dingue. C'est compliqué. Concrètement, Sophie, aujourd'hui, tu formes l'école forme combien de, même il ne faut pas dire l'école, 42 forme combien d'étudiants aujourd'hui, et en fait, pas assez. Combien il y a de places disponibles sur le marché du travail? Tu veux dire dans ce sens-là, c'est-à-dire, nous, on forme, en fait, on a 900 étudiants chaque année qui rentrent dans la formation. Après, qui arrivent sur la formation. On est une formation très individualisée. On a cette caractéristique-là qui fait que chaque personne va suivre la formation à sa vitesse, à son rythme. Donc, je peux pas te dire à un moment donné, j'en sors tant comme des petits pains, ça fonctionne pas comme ça. Et de la même manière, tout le monde ne va pas jusqu'au bout du parcours, puisque on a quand même aussi assez régulièrement des personnes qui vont partir sur des stages intermédiaires et qui vont finalement jamais revenir parce qu'elles vont être happées par le monde professionnel. Donc je peux pas dire exactement. Je peux dire combien j'en rentre. Je peux dire que tous trouvent un emploi. Enfin, si tant est qu'ils se donnent la peine. Faire 3 jours chez 42, par exemple, ne suffirait pas. Ce n'est pas une potion magique. Mais en tout cas, ils trouvent tous un emploi. Ils arrivent tous à se placer. Il y a une très grosse tension. Et aujourd'hui, tu es sollicité concrètement par des entreprises qui veulent faire un effort et essayer de monter leur quota en termes de femmes? Oui, c'est assez général. Après, il ne vient pas nous solliciter particulièrement, mais c'est vrai que c'est un message qui est envoyé par pas mal d'entreprises. Il y a pas mal de groupes, en effet, qui aimeraient pouvoir recruter plus de femmes pour diverses raisons, pour apporter de la diversité, pour faire bonne figure, pour pas mal de raisons. Voilà. Bien, alors on va poser une question très grave, savoir si la Silicon Valley est-elle aujourd'hui machiste. On va essayer d'y répondre après la rubrique Busiomètre. Le Busiomètre, donc les rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple avec cette semaine en tête. Regardez le bug FaceTime qui a défrayé la chronique. Apple, et apparemment Apple savait bien en amont qu'il y avait ce problème. Alors un petit bref rappel, tout simplement, si vous voulez faire une vidéoconférence à plusieurs, sachant qu'il y a une publicité chez Orange en ce moment qui passe tous les écrans français, ça fait un peu désordre en plein, alors qu'Apple promouvoit la privacy sur tous cette publicité aujourd'hui. C'est un bug qui fait un peu désordre. Si vous faites une vidéoconférence à plusieurs et que vous vous insérez dans la vidéoconférence 2 fois, vous vous appelez, vous avez la possibilité d'entendre ce qui se dit sans que la personne décroche.
voilà, qui fait plutôt des ordres. Donc Apple a évidemment désactivé FaceTime en groupe. Et apparemment, ils étaient au courant bien en amont. Ils n'ont rien fait. Deuxième rumeur, un iPad mini 5 avec Pencil et Smart Keyboard. Donc ça devrait arriver normalement vers le printemps. On va voir ça. Un iPad mini, ça fait presque 3 ans qu'il n'a pas été mis à jour. Une Apple Watch, concernant une rumeur autour de l'Apple Watch, la série 0, la toute première version, qui, si elle a un problème, sachez-le, c'est toujours bon à savoir. Vous allez dans un Apple Store, on vous la remplace apparemment par des séries 2, donc c'est plutôt une bonne affaire si elle tombe en panne. La rumeur suivante, c'est Netflix le Netflix d'Apple, le fameux service de vidéo dont on vous a beaucoup parlé dans cette émission depuis des mois, qui serait vraiment sur les starting blocks, qui serait lancé dès le printemps aux États-Unis. On a hâte de voir ça. Et enfin, toujours sur le thème de Netflix, mais le Netflix des jeux vidéo, Apple réfléchirait justement à enrichir ses services. Vous savez que c'est le grand karma de Tim Cook désormais, pour pouvoir trouver des relais de croissance, Corinne, autour d'Apple avec le ralentissement. Il y a eu les résultats d'Apple cette semaine, mais on en parlera la semaine prochaine. Les résultats financiers d'Apple, les ventes d'iPhone sont en baisse. Ils vont compenser avec du service, et notamment un service de jeux vidéo, une sorte de Netflix de jeux vidéo. On en reparlera très vite dans cette émission. Voilà, c'était brièvement pour revenir à une rubrique récurrente dont on fait le Mac, à savoir le busomètre. On revient très vite à une question très simple. Est-ce que la Silicon Valley est une société machiste ? Alors, un livre, Brotopia, a fait sensation ces derniers mois en relevant le machisme du secteur tech. Il a été écrit par Emily Chang, qui est une journaliste très connue de Bloomberg TV, qui est basée à San Francisco. Il y a eu vraiment une prise de conscience, Emmanuel, à ce moment-là, qu'effectivement, il y avait un problème dans la Silicon Valley. Emily Chang a mis en avant un point particulier, c'est que non seulement elles sont moins représentées, mais qu'en plus, elles jettent l'éponge plus facilement, plus rapidement dans la Silicon Valley qu'ailleurs, dans les métiers de la tech. C'est un rythme 2 fois plus élevé que les hommes. Est-ce que vous avez un retour d'expérience ? Est-ce que toi, tu as un retour d'expérience qui peut confirmer ce point particulier ? Le phénomène, il existe aussi en France. C'est le phénomène de drop-out. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de se taper la tête contre le plafond de verre, les femmes préfèrent par sens logique, plutôt essayer de faire leurs âmes et faire leur vie ailleurs. Et c'est c'est un phénomène amplifié par le fait que, comme il y a toujours une présomption d'illégitimité dans le secteur technologique pour les femmes, à un moment, elles perdent patience et elles se fatiguent. On avait vu dans le sondage en début d'émission, ici en plateau, Corinne ou Sophie, qu'il y avait « Elle n'ose pas ». Est-ce qu'on peut un peu développer cette idée-là aujourd'hui ? C'est-à-dire que légitimement, un garçon a tendance à toujours être demandeur, alors que l'esprit féminin va plutôt, je ne sais pas si on peut le résumer comme ça, attendre que elle est légitime, donc il est normal qu'elle ait une augmentation, qu'elle accède à un poste. Oui, il y a plusieurs choses qui sont d'abord communes aux deux. C'est-à-dire un homme se sentirait autant illégitime s'il arrivait dans un milieu où il n'y avait que des femmes. Donc ça, c'est traditionnel. Après, il y a en effet, on va beaucoup plus souvent mettre en doute la compétence d'une femme. Alors, ça dépend des caractéristiques. Je sais que moi, ça a été au contraire un moteur. C'est-à-dire qu'au contraire, j'avais envie d'en montrer 10 fois plus et ça me servait. Mais il ne faut pas qu'il y ait que des personnes avec ce caractère-là qui parviennent. C'est vraiment dommage. Il y a plein d'autres personnes qui sont tout à fait compétentes, qui n'ont pas du tout envie de batailler parce que ça ne les intéresse pas et que ça ne leur sert pas de moteur. Voilà. Et après, il y a, c'est vrai, peut-être une caractéristique plus féminine. Comme je vous le disais, on ne favorise pas l'audace chez les femmes. Du coup, c'est sûr qu'une femme, quand elle va avoir le sentiment qu'elle n'a pas toutes les compétences, elle va être moins propice à pouvoir opter pour un boulot où elle ne se sent pas parfaitement compétente. Alors qu'un garçon, lui, j'ai 40% de compétences qui correspondent, le boulot a l'air super, j'y vais, je fonce. Donc c'est vrai qu'il y a un peu des différences. Mais c'est sûr que quand vous êtes dans un métier, qu'on vous remet tout le temps en cause, qu'on vous explique tout le temps que c'est peut-être pas, ou qu'il y a des blagues sexistes, etc. C'est sûr qu'à un moment donné, ça doit être un petit peu énervant. Et au-delà, Corinne, il y a quand même le problème de la disparité salariale. Il y a une étude qui a été publiée cette semaine en France. Je crois que c'est autour des 16% de disparité salariale entre les garçons et les filles. En général. Et je crois que dans la tech, j'ai l'impression que c'était dans les 3%, ce qui est trop déjà, mais ça avait l'air d'être moins important. Mais pour revenir sur l'histoire de elle n'ose pas, ça c'est ce qu'on identifie dans toutes les entreprises. Dès qu'on essaye d'atteindre le top management, il paraît que pour un même emploi de direction, les femmes, elles
elles sont très très peu à postuler de manière spontanée. Un homme, même si, comme tu le disais, n'a pas tout à fait toutes les compétences requises, lui va postuler. À partir de là, on fausse le résultat. On a moins de femmes à la tête de grandes entreprises, donc ça fait moins d'exemples et on retrouve ça dans la tech. Et ça, c'est un vrai souci. Alors ça fait partie des solutions. On parlait de l'école, on parlait de changer un peu les stéréotypes de genre. Ça se fait au niveau de l'éducation et au niveau de l'entreprise. Il y a des réseaux aussi de femmes qui essayent de promouvoir, de dire que les femmes peuvent aussi agir par rapport à ça. On peut les pousser à essayer de changer leur paradigme et leur manière de se considérer. Alors, on va en parler des actions, des solutions, que ce soit ici à 42, que ce soit avec Emmanuel, avec Social Builder, pour essayer justement de féminiser et d'apporter des solutions concrètes. Mais juste une petite question avant avec Emmanuel. En préparant cette mission, j'ai discuté avec une ancienne cadre dirigeante d'Orange, donc c'est à la fois la grande entreprise traditionnelle française du CAC 40 et une entreprise de la tech également, qui nous expliquait qu'elle se sentait légitime et heureuse dans son travail à partir du moment où elle a arrêté de ce phénomène un peu bizarre du mimétisme qui veut qu'une femme a tendance à copier un homme parce que c'est un univers d'hommes et on essaie de se comporter comme eux. Est-ce que tu confirmes ce phénomène-là et c'est une grave erreur au-delà? Emmanuel. J'agir par rapport à ce qu'ils me disent. Malheureusement, j'ai pas tout entendu, mais juste, je crois que c'est très stigmatisant pour les femmes d'entendre en permanence le fait qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles osent pas, qu'elles se positionnent mal. C'est juste que si elle n'a pas de sexe, le fait d'être confrontée à un moment à juste des murs et de ne pas se taper la tête contre les murs en permanence. Enfin, je pense que c'est une stratégie de survie. Donc, je crois que c'est très important à un moment de de prendre un peu de recul, d'expliquer que les femmes, c'est pas un groupe homogène, qu'elles sont pas tous, en effet, comme disait, les mêmes moteurs, le défi, la passion, l'envie de transmettre. Chacun a ses propres, ses propres leviers. Mais aujourd'hui, structurellement, il y a tout un tas de mécanismes, de process d'entreprise et de représentation qui fait qu'on ne va pas proposer aux femmes les mêmes parcours qu'aux hommes, qu'on ne va pas les identifier sur certains postes ou quand on les y positionne, c'est avec des conditions de succès tellement importantes que même les hommes n'iraient pas, et qu'au bout d'un moment, à force de se taper la tête contre les murs, on n'a plus envie d'y aller. Donc, encore une fois, c'est pas que les femmes sont stupides ou lâches, c'est qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que oser, ok, mais dans des conditions où on va être successful, envie de porter des fardeaux en permanence que les hommes ne porteraient même pas. Moi, je sais que, par exemple, c'était une conversation hyper intéressante quand j'étais directrice RSE d'un campus il y a quelques années, où on disait, en fait, la RSE, ça a été fortement investi par les femmes. Alors aujourd'hui, au début, on disait oui, c'est parce qu'il y a un sens, etc. Non, c'est parce que les hommes n'y allaient pas, parce que il n'y avait pas de thunes, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait rien. Et une fois que la fonction s'est installée, à ce moment-là, on a vu plus d'hommes y aller. Non, je résumais ce que c'était la RSE pour ceux qui nous regardent. Donc, la responsabilité sociale de l'entreprise. Pardon, Emmanuel. J'entends ce discours de culpabilisation dans les entreprises. C'est beaucoup plus facile de dire aux femmes, travaillez sur votre leadership, positionnez-vous, si vous n'y arrivez pas, c'est pas de votre faute, que de prendre le sujet comme un sujet systémique beaucoup plus global, où on dit, il y a tout un tas de freins qui sont culturels, process et, historiquement de groupes d'appartenance. Et ça, il va falloir qu'on travaille, et c'est un travail de fond, c'est un travail collectif, et c'est pas que le sujet des femmes. Ouais, je suis d'accord. Mais j'adore, Emmanuel. C'est comme quand on me dit, on les empêche pas de venir dans le code, les filles, elles ont qu'à venir. J'adore ce genre de... C'est exactement la même. D'accord. C'est pareil, comme si c'était elle qui manquait de... Enfin bref. Et à propos donc ça, je pense que c'est super. Et donc sur la question du mimétisme, la question du mimétisme, ça pourrait laisser penser de dire que les femmes copient les hommes dans les zones de pouvoir. Ça pourrait laisser penser que le groupe des hommes est homogène dans leur façon d'exprimer leur leadership et que le groupe des femmes est homogène. Et que donc, il y a des compétences et des caractéristiques pour les hommes et des compétences et des caractéristiques pour les femmes. Et à ce moment-là, moi, je vous tire la pelote. Ça veut dire qu'on invite les femmes dans les CODIR pour faire des RH et de la finance et qu'on laisse la place sur, on va dire, les domaines un petit peu de prestige aux hommes. Donc non, surtout, n'allons pas sur ce terrain extrêmement glissant de la complémentarité des fonctions, des talents et donc génétiquement des aptitudes et des compétences. Les codes du pouvoir, c'est les codes du pouvoir, ok ? Et les hommes se tapent la
tête dessus aussi. C'est faut être le plus grand, faut être le plus fort, faut pas être assimilé au féminin, faut montrer qu'on en a, etc. Donc il y a tout un tas d'hommes qui veulent pas ça. Aujourd'hui, il y a une génération d'hommes qui ne veulent pas ça et qui ont aussi des stratégies d'exit. Donc les codes du pouvoir, les femmes qui y arrivent, elles les ont compris et elles les prennent. Sinon, elles ne passent pas. Elle ne passe pas. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question que les femmes ne savent pas faire ou qu'il faudrait qu'elles trouvent leur propre truc. C'est qu'il y a des portes qui sont difficiles, mais on n'est pas un peu agile, on n'est pas un peu caméléon. La question de, j'entends beaucoup, oui, il faut de l'authenticité. Non, mais l'identité qu'on a aujourd'hui, l'identité qu'on aura demain, c'est pas la même. Et si on veut quelque chose, tout le monde s'adapte. Tout le monde s'adapte pour ses objectifs. Tu veux pas diriger un média? Non, ça serait sympa. Bref, allez, on va essayer de répondre quand même à la question, trouver des solutions, notamment celles qui sont menées ici à 42. Comment inciter les filles à travailler dans la tech? On y répond dans ce dernier chapitre. Alors Sophie, quelles sont les actions concrètes qui sont menées aujourd'hui du côté de 42 pour inciter les filles à passer le perron de cette belle école? Alors, pardon, je ne vais pas répondre tout de suite, si tu me le permets. Je vais juste répondre qu'il faut des actions en amont, en fait. On en fait, nous, bien sûr, à 42, mais il faudra vraiment mener des actions en amont. Il faut en mener à l'école, il faut en mener sur les représentations. Et aussi, il est évident que, par exemple, les femmes, elles ont du mal à se projeter dans ces métiers-là quand elles voient sans cesse intervenir, que ce soit à la télé, sur des plateaux, dans des conférences, que des hommes. Comme vous, qu'elles se projettent, voilà. C'est pas possible. Nous, par exemple, je suis administratrice d'une association qui s'appelle Jamais sans elle, qui a pris un principe extrêmement simple, c'est de demander à toutes les personnes qui participent, qui adhèrent à cette association et cette philosophie, de ne jamais aller sur un plateau où il y a des experts s'il n'y a que des hommes. C'est-à-dire, tu peux toujours trouver un expert dans n'importe quoi, tu peux trouver une femme. Ça peut être plus difficile parce qu'elles vont avoir du mal peut-être à prendre la parole pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Néanmoins, c'est faisable. Donc il faut qu'on fasse cet effort de manière collaborative. Et d'ailleurs, ce sont plutôt des hommes qui sont à l'origine de Jamais sans elle. C'est une discussion avec la famille Guester-Siméon, Guillemette Mounier, etc. Et je trouve que c'est très simple et ça fonctionne extrêmement bien. Ensuite, ça c'est en amont. Oui, puis il en faut plein d'autres en amont. Ensuite, sur ce qu'on fait à 42, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Déjà, la première chose, il ne faut rien laisser passer. C'est-à-dire que s'il y a la moindre chose qui se passe, le moindre comportement sexiste, les moindres blagues, etc., il faut absolument immédiatement intervenir. Il ne faut pas laisser ça. Voilà, tout à fait. Donc, on a mis en place, par exemple, on a 3 personnes qui sont des référents, 2 femmes et un homme, qui peuvent être alertées s'il y a la moindre chose qui se passe. On a mis en place une adresse mail, Social Report, qui permet d'indiquer s'il se passe quelque chose. Et je dois dire qu'évidemment, les choses se passent très bien, que ce soit à 42 ou partout. Il peut y avoir de toute façon, évidemment, des comportements qui peuvent être... déplacés. Ouais, mal opportun, voilà. Donc déjà ça, c'est un peu d'alerte. Et puis surtout, après, il y a tout un travail qui est de travail de communication, c'est-à-dire qu'on publie des portraits de femmes, on met des représentations féminines pour donner envie aux femmes de se porter évidemment vers ces métiers-là. On essaie de donner une représentation aussi du métier qui est plus proche de ce qu'elle est plutôt que de ce qu'on projette, c'est-à-dire en montrant des extraits de vie de qu'est-ce que c'est que d'être dev, avec qui tu travailles. C'est bizarre de se dire, c'est marrant parce qu'un graphiste, il passe autant de temps dans son ordinateur, mais on se dit pas c'est l'horreur, alors qu'un dev, c'est pareil. Ouais. Il bosse aussi avec une équipe. Il s'agit de casser un petit peu les codes, quoi. Tout à fait. Et puis, on travaille aussi en interne. C'est-à-dire, quand on fait venir des speakers, des conférencières, on essaye aussi de faire attention à ce qu'il y ait des femmes. On fait beaucoup d'actions aussi avec Wi-Fi, par exemple, pour faire venir des collégiennes, des lycéennes, pour faire des initiations au code. On échange beaucoup avec nos étudiants aussi sur comment faire évoluer les choses. Ils sont très partie prenante aussi pour accompagner vers cette féminisation. On a aussi donc des speakers qui viennent, mais là pour parler de la mixité. On a une exposition qui va y avoir ici sur le genre. On a des collaborations, de partenariats avec Pôle emploi pour s'adresser à des demandeuses d'emploi et les réorienter vers les métiers de développement informatique. C'est ce que disait tout à l'heure Emmanuel. On a un groupe de travail en interne, c'est très important, qui travaille sur la mixité, qui se voit tous les 15 jours, qui est dirigé par notre directrice de la com Fabienne, qui a exactement, qui a des étudiantes actuelles, des anciennes étudiantes, des personnes extérieures aussi de Pôle emploi, d'IBM, une personne qui a fait une thèse aussi sur la mixité, et elle se voit tous les 15 jours pour travailler et pour pouvoir faire évoluer les choses. Juste une chose, il y a quand même un truc que je dois dire, c'est pourquoi on parle de tout ça. Enfin, en fait, il y a quand même quelque chose aussi, c'est pourquoi est-ce que c'est grave
Pourquoi est-ce que c'est un problème ? On a décidé d'en faire une émission. Mais pourquoi c'est un problème ? Parce que c'est un vrai problème. On pourrait se dire aussi, on est dans un milieu genré, et puis c'est pas très grave. Ça arrive, il y en a d'autres, des milieux qui sont genrés. Oui, bien sûr. Mais en revanche, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème d'abord parce que ce sont des métiers très attractifs, qui recrutent énormément, qui payent très bien, qui sont pérennes. Et on a du mal à trouver de la manœuvre. Alors, et première chose, c'est quand même dramatique, ça ne profite pas aux femmes, qui sont en plus souvent des familles monoparentales en difficulté, etc. Deuxièmement, on a besoin de main-d'œuvre pour accompagner l'économie numérique française. C'est dommage de se priver de 50% des femmes. Donc, c'est une vraie difficulté. Par ailleurs, la diversité est le creuset de l'innovation aussi. C'est-à-dire que pour innover dans tous ces domaines de compétences-là, si on rajoute des femmes, il est sûr qu'on va arriver sur autre chose. Et puis, évidemment, le dernier point, c'est l'impact que ça a sur notre société. On le sait déjà, il y a énormément de biais. On a des bases de données qui sont sexistes, qui sont genrées. On a des utilisations, en fait, du coup, les algorithmes passent sur des bases de données qui sont genrées. On a des personnes qui ne sont que des hommes qui vont penser à des produits et réaliser et concevoir des produits, ce qui fait qu'il y a un impact qu'on voit aujourd'hui et dont on ne sait pas encore de quoi sera fait demain. Si on se dit que 95% des personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle sont des hommes, je ne sais pas quel en sera l'impact. Donc ça fait beaucoup de choses qui font qu'en fait c'est pas du tout que les femmes et c'est pour nous tous en fait. C'est pour la société, c'est pour nous tous, c'est important. De ton côté, Emmanuel, quelles sont les actions que tu mènes via Social Builder au quotidien, justement pour ouvrir un petit peu les esprits, inciter un petit peu les entreprises à faire... Je te laisse parler, Emmanuel, de ce qu'on va peut-être faire, en pré-piscine, ou tu veux que j'en parle ? Vous êtes concertés avant cette émission. Du coup, on va travailler ensemble. Vas-y, Sophie. Ok, en fait, on sait... Alors, parce que moi, j'ai été à un atelier conduit par Social Builder qui était absolument extraordinaire sur l'explication des stéréotypes, justement, du genre, des mécanismes qui étaient extrêmement bien réalisés. Et ça nous a donné l'idée, justement, de donner à voir aux étudiantes et aux étudiants aussi, avant la piscine, de pouvoir participer à quelques journées de travail sur c'est quoi les stéréotypes, comment ça fonctionne, c'est quoi le sexisme, comment est-ce que moi, je suis une fille, j'arrive, comment est-ce que je me sens légitime. C'est quoi l'effet golem ? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir une autoprophétie ? C'est-à-dire, si moi je pense que je suis nulle, évidemment, je vais devenir nulle, et puis tout cet effet-là. Et donc, on va travailler ensemble avec Social Builder pour proposer, sous forme d'ateliers avant les piscines, aux femmes et aux hommes, c'est très important, de participer à ces ateliers-là. Et Emmanuel, donc tu peux nous parler un peu des actions que tu mènes toi de ton côté, tu es actuellement aux États-Unis, mais de manière générale, les actions que mène Social Builder pour changer la donne, justement ? Ouais, alors pour rebondir sur ce que dit Sophie, donc nous c'est notre mandat, c'est à la fois d'engager, d'encourager les femmes à aller vers les métiers numériques et techniques et donc essayer de présenter l'usage par quotidien parce qu'elles vont vivre aussi dans les organisations. On a des gros soucis avec la visioconférence, mais continue. La liaison avec New York est difficile aujourd'hui, mais on continue. C'est parce qu'il neige sur Paris, ça doit être pour ça, on dira ça. Allons-y. Donc, une de nos premières actions, c'est d'engager massivement les femmes à aller vers le numérique. Ouais. Et pour ce faire, on déploie 2 types d'actions. On a mis en place un chatbot qui s'appelle Adabot, qui va présenter les métiers, les organisations qui forment, tous les dispositifs d'accompagnement existants sur toute la France pour que les femmes puissent identifier des mentors, travailler leurs projets professionnels, aller à des événements tech et après rentrer dans des formations. Donc ça, c'est pour aider la mobilité dans l'économie. Après, on travaille bien sûr en partenariat avec des acteurs de la formation à des dispositifs pour accompagner les femmes dans des métiers par de la formation numérique. Donc ça, on forme par an 3500 femmes sur des métiers techniques et du numérique. Et on travaille en partenariat avec des écoles comme 42 pour sensibiliser l'étudiant, donner à voir aussi ce que c'est de vivre ensemble, parce que la mixité, ça se construit. C'est pas parce qu'on est en mixité qu'il n'y a plus de sexisme et que tout se passe bien. Au contraire, quand on est en mixité, du coup, c'est là où on voit ce qui fonctionne pas. Quand il n'y a pas de femmes ou quand il n'y a pas d'hommes, c'est beaucoup plus simple. On voit rien. Donc, il faut l'accompagner, il faut donner à penser. Il faut créer aussi les conditions du dialogue pour qu'il n'y ait pas un sexe qui se sent mis en porte-à-faux. Bien sûr. Et puis, bien sûr, nous, on a des actions après sur l'insertion professionnelle. On accompagne beaucoup d'entreprises sur des enjeux de recrutement et de mobilité interne, que ce soit de la mobilité verticale, donc pour que les femmes aillent sur des postes de direction, ou de la mobilité horizontale pour que les femmes qui sont sur des métiers qui vont disparaître aillent sur des métiers d'avenir. Voilà. Et tu sens vraiment une préoccupation maintenant des interlocuteurs au sein des entreprises, des grandes entreprises avec qui tu travailles. On sait que depuis l'émergence du phénomène MeToo,
je dirais un mot horrible, c'est un peu à la mode de parler de ces sujets-là, mais c'est une vraie préoccupation profonde et sincère, tu penses, au sein des entreprises aujourd'hui ? Disons qu'il est rare encore de rencontrer des entreprises qui se préoccupent de l'égalité pour l'égalité. Souvent, on est vraiment face à des injonctions de relations avec les autres parties prenantes, les clients qui demandent à voir de la mixité, l'État qui demande aujourd'hui de prouver qu'on est bien en accord avec le cadre légal en termes de salaire, en termes d'opportunités professionnelles. Et puis aussi, les salariés aujourd'hui demandent de la mixité. On a fait une étude en 2016 sur le sexisme dans les écoles d'ingénieurs pour voir s'il y en avait ou pas, et les écoles du numérique. Et ce qui a été flagrant, c'est que même si les hommes ne voient pas le sexisme, contrairement aux femmes, les hommes demandent de la mixité. Ils ne se sentent pas bien dans un univers où ils se sentent en permanence pointés du doigt comme étant des sexistes. Voilà. Et donc ça, c'est le phénomène est systématique en entreprise aujourd'hui. Corinne, de ton côté, le mot de la fin pour cette émission pour conclure. Est-ce qu'on pourrait aller, tu penses, jusqu'à instaurer une parité dans certaines formations, dans certaines entreprises pour les femmes, ou tu considères que c'est peut-être un peu trop extrême comme solution ? Enfin, ça, c'est tout à fait personnel. Hein. Moi, je pense qu'il y a un moment où il faut agir. Donc, ça ne me gêne pas qu'il y ait des quotas, qu'il y ait voilà, comme quand on a obligé les conseils d'administration à être plus féminins, ça me paraît de bonne chose pour avancer. En tout cas, il y a un vrai effort à fournir au niveau de l'éducation pour pousser à la mixité, pour pousser les femmes dans les formations qu'elles désirent, sans qu'il y ait de fausses chapes de plomb. Enfin, voilà. Et on parlait tout à l'heure en amont, il y a un vrai travail à faire. On le disait avec Sophie tout à l'heure et avec toi. Il y a un vrai travail d'éducation à faire avec nos enfants, changer aussi notre rapport qu'on peut avoir avec eux et sortir un petit peu de ces chemins stéréotypés au fil des années. Moi qui viens d'une région très au sud où les stéréotypes sont bien ancrés, c'est parfois de changer ses habitudes, c'est pas toujours évident, mais ça fait du bien, ça apporte un peu d'oxygène, surtout quand on a des filles, croyez-moi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission entourée de filles. Ça fait du bien parce que c'est vrai que c'est un milieu très masculin et à part Fanny, je me sentais un petit peu seule. Elle n'a pas pu être là cette semaine, mais elle sera de retour très prochainement. Et puis, j'espère que très, très vite, on pourra dire que un codeur sur 2 est une femme. Voilà, c'est tout le souhait que j'ai. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, mais tout de suite on va dire au revoir à Corinne qui doit vite partir parce qu'elle doit s'occuper également de sa grande famille, de ses enfants et elle a beaucoup de travail, donc voilà, on a dépassé l'horaire, elle doit y aller. Merci beaucoup pour ta venue et à très vite, on refait le match, Corinne. À bientôt. Merci. Voilà, Corinne est partie, on va pouvoir enchaîner sur les coups de cœur et on commence tout de suite avec Emmanuel. Quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors, moi, mon coup de cœur, c'est la vidéo Why Can't Girls Code de Girls Who Code, qui est super sur un petit peu une vision décalée des stéréotypes. Bah oui, c'est bien vendu, mais je crois que tu peux te dire encore un petit mot, Sophie, pour en avoir c'est une vidéo qui est très rigolote, et alors il s'avère que c'est la vidéo que nous projetons en début de piscine pour tout le monde, pour les étudiantes et pour les étudiants. C'est une vidéo un peu ironique, vous verrez, qui explique pourquoi une femme, parce qu'évidemment elle a ses règles, ou elle a des seins, elle ne peut pas coder, c'est compliqué pour elle. Bah oui, forcément. Ah, c'est très marrant, c'est super. C'est puisque super. Tu as la parole, quel est donc ton coup de cœur cette semaine ? Alors moi, ça fait très démago, mais c'est un vrai coup de cœur sincère, c'est que moi j'ai un coup de cœur pour les étudiants, le 42, et pour mon staff, parce que je trouve qu'ils prennent ce problème-là, la mixité, vraiment à cœur, avec maturité, avec intérêt, et que ça fait vraiment plaisir de se sentir porté par des étudiants et par une école qui se sent investie aussi de cette mission. Donc mon coup de cœur, il va aux étudiants de 42 et aux étudiantes et à mon staff qui prend ça très au sérieux aussi. Ben on les embrasse. Et de mon côté, mon coup de cœur, je vais être aussi un petit peu démago, c'est de tous les amis dont refait le Mac et donateur de notre campagne de financement participatif sur l'U. Nous sommes en bonne voie pour atteindre les 300% de notre objectif, pour acquérir un mélangeur. Allez, on y croit, il reste que quelques heures pour soutenir On refait le Mac, puisque ça se termine jeudi soir à minuit. On va essayer de vous diffuser l'émission justement un petit peu en avance pour que vous ayez le temps de participer et faire dans On refait le Mac et dans ReLM surtout une véritable web TV. Prochain objectif donc, acquérir un mélangeur, mais aussi améliorer notre solution de vidéoconférence. Ce serait très utile d'après ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est qui nous permet de réaliser nos duplex. Je laisse la parole à notre réalisateur qui va vous expliquer pourquoi nous devons investir dans du nouveau matériel. Alors, la particularité dont on refait le Mac depuis le début, c'est que c'est une émission qui est basée aussi sur la visioconférence. Aujourd'hui, on utilise Hangout sur ce petit PC là.
tous nos chroniqueurs arrivent sur une seule machine. Donc le son est mixé par Google, c'est pas terrible. L'idéal serait d'avoir une machine par invité, des Mac Mini par exemple. Et puis avoir une machine par invité permettrait aussi dans le mélangeur d'avoir un plan par invité, parce que là, Hangout fait les commutes tout seul. Donc s'il y a un invité qui tousse par exemple pendant que quelqu'un parle, il arrive en plein écran à l'image et c'est dommage. Le crowdfunding nous permettrait aussi de changer ces petits défauts-là. C'est la fin de ce 320e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci, Sophie. Beaucoup. Merci, Emmanuel. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore de votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.